Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue à ce webinaire dédié au RGPD pour les collectivités, une approche pragmatique. Je vous propose qu'on patiente une petite minute ou deux, on laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter et puis on va pouvoir démarrer cette présentation. Si vous avez des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas, voilà, il y a un onglet chat sur la droite de votre écran, donc voilà, c'est un peu le bon moment pour nous en faire part. Bon, je pense que ouais, le nombre de personnes commence à se stabiliser, donc on va pouvoir démarrer si ça vous convient, si c'est OK pour toi, Laurent, ainsi que Mathias. C'est tout bon pour vous? On y va. Super. Donc bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire, du coup, le RGPD pour les collectivités, une approche pragmatique. Je me présente, je m'appelle Mathilde Matteo, je suis responsable marketing au sein du groupe APAV. Et aujourd'hui, voilà, on va pouvoir vous parler RGPD pour la cible des collectivités. Donc, 4 temps forts pendant notre webinaire. La première partie sur les différentes obligations qu'on a au regard de ce règlement. Deuxième partie, comment faire du RGPD un gage de confiance pour vos administrés, puisqu'on n'est pas que sur une partie d'obligation, il y a quand même un peu du positif, on va dire, autour de tout ça. Ensuite, comment faciliter la mise en œuvre de votre démarche au sein de votre organisation. Voilà, on va vous montrer comment on peut vous accompagner sur cette thématique-là. Et puis enfin, on répondra à toutes vos questions. Donc, ça me fait faire le petit parallèle. Vous avez sur la droite de votre écran un onglet questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de votre webinaire et on y répondra plutôt à la fin de la présentation. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les poser, on y répondra à la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que cette présentation, elle est enregistrée, donc vous recevrez automatiquement le replay à la fin de l'événement. Et puis, je crois que c'est tout. Si, on va vous poser quelques questions de sondage pendant la présentation, voilà, pour pouvoir un peu orienter notre discours en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à y répondre, ça va vraiment nous aider à adopter la bonne démarche. Et puis voilà, Laurent, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, je te présente Laurent Zetoun, directeur de la protection des données au sein du groupe APAV. Et puis, on a avec nous Mathias Carnet, qui est associé de Amina, qui est notre partenaire, qui édite du coup le logiciel de conformité que nous utilisons dans nos différentes prestations. Et puis, Laurent, je te laisse la main pour les petites actualités. Oui, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du RGPD pour les collectivités. On voulait introduire ce sujet-là par quelques informations qui proviennent de la CNIL, qui a édité son rapport pour 2024 il y a quelques semaines. Donc, on remarque qu'il y a une forte augmentation du nombre de sanctions. D'une part parce qu'ils ont beaucoup recruté et aussi ils ont modifié leur façon de contrôler avec ce qu'ils appellent une procédure de contrôle simplifié qui leur permettent pour toutes les sanctions en dessous jusqu'à 20 000 euros, d'aller beaucoup plus vite en termes de procédure. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas forcément une forte augmentation en termes de montant, mais une forte augmentation en termes de sanctions qui vont concerner toujours les mêmes principaux sujets, la sécurité des données, la vidéosurveillance, un vrai sujet pour les collectivités, l'exercice du droit, donc toujours des sujets de transparence, et aussi une insuffisance des mesures de sécurité. Alors, concernant les collectivités, cette année, il y a eu 2 collectivités qui ont été sanctionnées, une de 20 000 euros et une de 6 900 euros.
Alors, soit pour des problèmes de non-réponse à la CNIL, ça c'est jamais très bon, soit pour des problèmes de durée de conservation, pas de registre, pas de DPO, etc. Et ça fait suite à une année précédente, en 2023, où déjà 39 communes avaient été mises en demeure. Donc, il n'y avait pas encore eu de sanctions, mais elles avaient été mises en demeure, toujours pour des problèmes de sécurité, l'utilisation de vidéosurveillance, notamment pour la lecture automatisée de plaques, de choses comme ça, où effectivement certaines communes avaient été prises pour cible par la CNIL. Donc ça veut dire, tout ça c'est pas pour vous faire peur, mais c'est simplement pour insister sur le fait que vous n'êtes pas à l'abri d'un contrôle CNIL, parce que ça correspond vraiment à une volonté aujourd'hui de cet organisme de faire place nette dans le secteur public, qui est aussi le secteur médical, la formation, les lycées, etc., qui sont très sollicités en ce moment. Alors, petite introduction sur le RGPD pour rappeler quelles sont vos obligations. Et là, non, Laurent, je te laisse revenir en arrière. On a une petite question. Pardon. Et qui va notamment bien te servir, puisque sur une échelle de 1 à 4, on vous demande comment vous évalueriez vos connaissances en matière de RGPD, et ce qui va justement permettre à Laurent ensuite de bien orienter son discours selon vos réponses. Donc, je vous laisse une dizaine de secondes pour répondre. Donc, soit vous n'avez pas du tout de connaissances sur le RGPD, vous avez peu de connaissances, de bonnes connaissances ou de très bonnes connaissances. Voilà, on vous laisse vous auto-évaluer. Alors, c'est sur la droite de votre écran pour information. Je n'ai pas précisé dans l'onglet sondage, mais je vois que voilà, la majorité sont déjà en train de répondre. Et puis, Laurent, je pense que finalement, ça ne va pas te faciliter la tâche, hein, puisque finalement, on est à 40% peu de connaissances, 25% pas de connaissances et 25% de bonnes connaissances. Voilà. D'accord. Bon. Donc finalement, c'est quand même plutôt hétérogène. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y en aura pour tout le monde. Alors, bon, déjà à la base, c'est un règlement applicable pour tous, ça veut dire que toute organisation ou entreprise qui manipule de données de résidents européens est concernée. Donc bien sûr, en tant que collectivité, vous êtes dans la cible. C'est un règlement dissuasif, donc qui a démarré le 25 mai 2018, qui n'est pas forcément très nouveau par rapport à ce qu'on connaît en France avec la loi informatique et liberté, mais je pense que les sanctions et le fait que ce soit un règlement européen extraterritorial a fait beaucoup de bruit, donc les entreprises s'y sont plongées un petit peu plus que dans la précédente loi. C'est pas qu'un problème d'amende ou de contrôle CNIL, c'est aussi un problème de confiance vis-à-vis de votre écosystème, que ce soit vos collaborateurs, que ce soit vos partenaires, vos administrés. Donc le fait d'afficher une bonne conformité permet aussi de gagner en confiance. Et aussi, un élément important, c'est ce qu'on appelle l'écosystème de responsabilité. C'est-à-dire que le RGPD va bien entendu concerner toute l'utilisation que vous allez faire de la donnée personnelle, mais aussi à chaque fois que vous allez devoir la communiquer à l'un de vos partenaires, il va falloir que vous vous assuriez que ces partenaires-là soient des partenaires également de confiance, parce qu'une non-conformité sur l'un de vos partenaires peut rejaillir sur votre organisation. Alors, en parlant de données personnelles, je pense que c'est aussi le moment d'essayer de la caractériser. Donc nous, on s'est prêté à l'exercice chez APAV, on a essayé de référencer tous les types et toutes les, on va dire à 90% ce qu'est une donnée personnelle. Donc on va bien sûr avoir des données d'identité, ce qu'on appelle des données directes personnelles, mais on référence aussi des données qu'on appelle indirectes. Par exemple, une donnée de géolocalisation, ce ne sont que quelques chiffres. Donc, à elles toutes seules, ce ne sont pas des données personnelles, mais si dans votre système d'information, vous pouvez les associer à une personne, ça devient une donnée personnelle.
Ça peut être aussi le cas d'une adresse IP, qui est une adresse informatique, qui identifie sur le réseau votre ordinateur. Si on peut associer cette adresse IP à votre poste, ça devient tout de suite une donnée personnelle. Donc, ce document, vous pouvez le télécharger. Eh ben voilà, merci Mathilde. Donc sur notre site et sur le lien que Mathilde vient de vous indiquer. Et ça permet vraiment de, voilà, pour les personnes qui débuteraient sur ce sujet-là, d'avoir une photographie assez fidèle de ce que peut être une donnée personnelle. Et en plus, on avait ajouté en plus des petites icônes jaunes que vous pouvez un petit peu voir de part et d'autre du document sur les données qui sont sensibles et qui méritent une attention complémentaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ensuite, j'ai essayé de résumer sur ce slide quelles sont toutes les obligations à respecter si on veut respecter le RGPD. Tout d'abord, l'utilisation légitime des données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une donnée personnelle, c'est que vous avez une utilisation qui est autorisée par la législation, ou par un contrat, ou par un consentement de la personne. Donc il y a sept motifs légitimes d'utiliser la donnée, et le plus important dans ce chapitre-là, c'est de vous assurer que toute la donnée personnelle est utilisée pour des motifs légitimes. Et c'est une des activités principales que l'on mène auprès de nos clients lorsqu'on intervient. Ensuite, la durée de conservation. Une donnée personnelle a forcément une durée de vie. Elle peut être de 6 mois, 1 an, 2 ans, 99 ans, mais elle a une durée de vie qu'il faut identifier d'abord et ensuite respecter. La transparence. Donc ça, c'est une donnée très importante également. En fait, à partir du moment où vous avez une donnée personnelle d'une personne concernée, vous devez être complètement transparent avec cette personne sur l'utilisation de cette donnée. Elle doit savoir pourquoi vous lui demandez cette donnée, combien de temps vous allez la garder, qu'est-ce que vous allez en faire, qui je dois contacter pour éventuellement avoir accès ou demander la suppression de ces données, etc., etc. Et ça, c'est un élément fondamental du RGPD. Ensuite, la vigilance accrue sur l'utilisation des données. Ça veut dire que vous devez vous assurer que chacun de vos collaborateurs, chacun des élus qui a accès à ces données, soit correctement sensibilisé et formé au fait que l'utilisation de données personnelles engage un certain nombre de respect de droits, et il faut qu'à chaque niveau de l'organisation, ces droits soient respectés. Ensuite, bien évidemment, la sécurité de la donnée, qui est un élément très important. À partir du moment où vous vous engagez à prendre la responsabilité d'utiliser de la donnée personnelle, vous devez la mettre en sécurité en fonction de son degré de sensibilité, bien sûr. Et ça, ce sont des choses aussi qu'on regarde. Et quand je parle de données, je ne parle pas seulement de la donnée qui est stockée dans les ordinateurs numériques, mais aussi la donnée papier, qui existe encore beaucoup au sein des entreprises. Donc, cette donnée de sécurité est à voir dans son ensemble. Et ensuite, une des grosses nouveautés du RGPD par rapport à l'ancienne loi, c'est la preuve de la conformité. L'ancienne loi nous obligeait à déclarer des fichiers personnels à la CNIL. Là, aujourd'hui, on n'a rien à envoyer à la CNIL. On a juste à mener à bien le process de conformité et à en conserver les preuves. Ça commence par, effectivement, en général, un état des lieux, la mise en place du registre, la mise en place d'un certain nombre de procédures. Et toute cette traçabilité-là, c'est ça qui sera contrôlé si un jour la CNIL vient vous solliciter. Alors, après ces grands principes, pour une collectivité, ça veut dire quoi? Donc, on a extrait 5 parties importantes. Ce qui se passe à l'intérieur de la commune, à l'intérieur de la collectivité, ce qui se passe pour vos administrés, ce qui se passe avec vos sous-traitants et les nombreux tiers autorisés auxquels vous avez souvent l'occasion d'échanger des données, et également la partie site web.
Et pour chacune de ces parties, on a essayé d'illustrer les principaux impacts du RGPD. Donc dans la commune, ça veut dire que vous mettez en place une politique de protection des données, vous mettez en place un certain nombre aussi de processus pour vous assurer que cette politique est respectée, que vous vous assurez de la sécurité, que ce soit IT ou sécurité tout court, sur l'accès des données personnelles. Au niveau de la gestion des agents et la gestion des élus également, il y a un certain nombre de traitements, donc de choses à respecter pour vous assurer du respect du RGPD et surtout du respect des droits de ces différentes personnes. Pour vos administrés, on a déjà évoqué tout à l'heure l'aspect de transparence. Donc ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que toute l'utilisation que vous allez faire de leurs données, ils ont un droit de regard dessus. Et vous avez une obligation de communication et de transparence vis-à-vis de l'utilisation que vous faites de la donnée de vos administrés. Par rapport à vos sous-traitants et différents tiers autorisés, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention, notamment toutes les relations contractuelles que vous allez avoir, qu'elles soient bien bordées sur ces aspects RGPD. Et évidemment, suivant la sensibilité des données que vous échangez, vous devez de sécuriser ces échanges. C'est-à-dire que il y a de nombreux cas où un simple mail avec une liste de données personnelles peut poser problème. Et c'est ça qu'on essaie d'identifier avec vous pour que tout soit complètement bordé. Et enfin, votre site web, qui est un peu votre vitrine, il se doit d'être conforme. Donc, il se doit d'être conforme techniquement, parce que il y a un certain nombre de choses à vérifier, notamment dans la gestion des cookies, qui sont ces petits programmes qui sont ou pas installés sur les postes de travail et qui tracent un petit peu le trafic. Et sur tout ce qui va être politique de confidentialité, gestion des formulaires, etc. Avec, faut bien s'assurer que toutes les informations correctes s'y trouvent. Alors, on a vu les obligations du RGPD, ce que ça impliquait comme travail à réaliser pour la commune pour être en conformité, mais le RGPD n'est pas que ça. C'est aussi un gage de confiance pour vos administrés et votre écosystème. Donc là, j'ai repris les 4 éléments que j'ai décrits avant. Donc, pour la commune, c'est pas seulement respecter le RGPD, c'est pas seulement être conforme avec la loi. C'est aussi, il y a aussi des conséquences assez vertueuses. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité de l'information, ça permet aussi de se poser les bonnes questions que des fois on se pose pas toujours. Ça permet aussi d'optimiser l'espace de stockage, qu'il soit physique ou informatique, parce qu'à un moment donné, on a l'information de savoir combien de temps il faut stocker les données, et le fait de se lancer dans cette démarche nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Créer un climat de confiance avec vos agents et vos administrés, parce que lorsque moi je suis par exemple salarié d'une commune ou je suis administré d'une commune, ça me rassurerait que toutes mes données personnelles, qui sont souvent des données sensibles, soient correctement mis en sécurité et utilisées au sein de la collectivité. Et ensuite, bien sûr, ça réduit vos risques vis-à-vis de la CNIL, vis-à-vis d'une éventuelle attaque cyber, parce que c'est aussi ces deux sujets sont très liés, parce que une attaque cyber qui pourrait affecter une commune, le but du jeu d'un hacker, c'est bien sûr de vous embêter, mais c'est aussi de vous voler des données personnelles. Et plus il vole de données personnelles, et plus il vole de données personnelles sensibles, plus il peut les marchander sur le dark web et il gagne d'argent. Et donc, plus votre responsabilité est engagée, surtout si vous n'avez pas respecté le RGPD. Donc, c'est vraiment une démarche qui peut vous réduire votre risque. Bon, vis-à-vis des administrés, on l'a déjà évoqué, mais c'est effectivement, voilà, c'est votre confiance, votre image qui est en jeu.
Sur la partie des sous-traitants et des tiers autorisés, là, ça vous permet de maîtriser vos risques de sous-traitants, donc peut-être même d'orienter le choix de vos sous-traitants avec des sociétés ou des organismes plus vertueux, et surtout de mieux sécuriser vos échanges avec vos partenaires et les administrations afin d'éviter de la fuite et du vol de données. Et enfin, votre site web, je vous dis, c'est votre vitrine, donc c'est un premier jalon pour instaurer la confiance au sein de votre écosystème. J'ai beaucoup évoqué la notion de traitement. Comme on a un petit peu maintenant l'habitude de travailler avec des collectivités, donc là, on a essayé de regrouper en 9 paquets les principaux thèmes où on va retrouver des traitements au sein d'une collectivité. Bon, bien sûr, il peut y avoir des spécificités des communes où on va retrouver un petit peu plus de traitements, d'autres un peu moins, mais en gros, formalité administrative, état civil, comptabilité, tout ce qui est informatique et communication, recensement, aide à la population, ressources humaines, développement territorial, urbanisme, centre communal d'action sociale, tout ce qui va être scolaire, périscolaire, culture et loisirs. Si on arrive à référencer, identifier tous les traitements correspondant à ces thèmes, on a fait une bonne partie du chemin auprès de nos clients. Alors bien sûr, là j'ai indiqué plus en détail, mais je pense que à votre demande, on verra ça si vous le souhaitez. Là vraiment, on est sur le traitement. Gestion des actes d'état civil, par exemple. Donc là, c'est un traitement qu'il va falloir identifier, détailler selon les critères de la CNIL, indiquer les durées de conservation, la sécurité, etc. Et c'est à partir de ce premier travail qu'on va pouvoir avancer dans notre conformité et avoir les idées claires sur notre périmètre. Je crois que tu avais une petite question. Exactement. Du coup, on a une nouvelle question de sondage pour vous, toujours sur la droite de votre écran dans l'onglet sondage. Du coup, est-ce que votre registre de traitement il contient l'ensemble de ces données? Oui, en totalité, oui, en partie, ou vous n'avez pas encore de registre. Donc là, il faut passer à l'action et on passera peut-être à l'action ensemble. Donc voilà, je vous laisse répondre sur la droite de l'écran. Je laisse une dizaine de secondes. Pour le moment, on est encore sur des réponses assez hétérogènes. Pour information, Laurent, puisqu'on est en 33% sur chacune des réponses. D'accord. Toujours. Et je crois que ça se stabilise en effet. Ouais, ça se stabilise. Donc en effet, on a une partie en totalité, une partie en partie, et une partie qui n'a pas de registre. Voilà, avec les mêmes chiffres pour chacun. Alors, ce qui est important, c'est ce registre, c'est vraiment le thermomètre de votre conformité. Donc, bien sûr, il doit exister, il doit être le plus complet possible, mais surtout, il doit vivre parce que on n'est pas statique. Toutes les organisations bougent un petit peu et le registre doit évoluer avec l'évolution de votre organisation. Je sais pas, vous changez de logiciel de paye, par exemple, et ben ça doit être faire l'objet d'une modification du registre pour indiquer de quelle manière vous gérez la paye de vos agents. Alors, maintenant, concernant la mise en œuvre du RGPD au sein des collectivités, donc il y a en gros trois temps qui sont importants. Le premier temps qui est, nous on aime bien le faire avant parce qu'il est déjà obligatoire, mais aussi il permet de mieux appréhender tout le reste, c'est la formation et la sensibilisation. C'est-à-dire si on ne sait pas de quoi on parle, on n'y arrivera pas. Donc ça veut dire que ce soit les élus, les agents, éventuellement si les communes ont un DPO en interne, toutes les personnes doivent être formées pour savoir ce qu'est le RGPD, avoir les bons gestes et pour le DPO, être en mesure d'assumer sa fonction.
Donc ça, bien sûr, on propose un certain nombre de formations sur différents formats, présentiels, e-learning, et notamment, nous avons une formation certifiante qui permet de former au métier du DPO. Donc une formation qui permet d'avoir une certification CNIL. Ensuite, une fois ça effectué, il faut faire l'état des lieux, constituer les registres, mettre en place des politiques de confidentialité, mettre en place tous les process qui nous permettent d'avancer dans la conformité. Et ça, c'est ce qu'on a appelé engager votre démarche. Et une fois qu'on a réalisé cette étape, il s'agit de poursuivre la démarche de conformité. Et ça, c'est l'activité du DPO, qui peut être bien sûr une personne que vous désignez en interne dans votre organisation, ou qui peut être externalisée. Nous, on accompagne un certain nombre de collectivités au quotidien dans la poursuite de la démarche de conformité et pour assurer toutes les fonctions du DPO, à savoir des missions d'assistance, des missions de réponse aux demandes, des missions de relations avec la CNIL, le cas échéant, etc., etc., etc. Et bien sûr de mise à jour du registre. Et en parlant du registre... Voilà, si ça vous intéresse, j'allais dire, je vous partage le pack qu'on avait initié, qui est totalement dédié aux collectivités. Oui. Et Laurent, je te laisse poursuivre, bien entendu. Oui, non, mais c'est important parce que j'ai failli oublier. Effectivement, vous imaginez bien que à force de travailler sur les collectivités, on a décidé de construire des packs de conformité qui nous permettent d'aller plus vite, notamment pour des petites collectivités qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens engagés sur le RGPD et sur ces sujets-là en général. Et donc, en fait, nous, on a imaginé des packs qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite pour initier toute la conformité au sein d'une collectivité et tout le travail que je vous ai montré, notamment le référencement des registres, des procédures, etc. Nous, on l'a pré-mâché, on dirait, pour une collectivité en lambda. Et en fait, lorsqu'on intervient dans ce type de collectivité, on travaille en écart, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de fournir un niveau de conformité vraiment acceptable en très peu de temps. Mais pour faire tout ça, on n'est pas seul, il nous faut des outils. Et donc, juste avant, pardonnez-moi, quelques mots sur APAV Digital. Donc, nous, on est une filiale d'APAV, c'est une centaine d'experts. Et on va intervenir sur tous les sujets qui nous permettent de maîtriser le risque autour de la donnée, donc le risque numérique. Donc bien sûr, on va avoir des experts en termes de conformité RGPD, mais aussi des experts en cybersécurité, et également un sujet dont vous avez certainement tous entendu parler, et c'est pas fini, tout ce qui va être l'intelligence artificielle. Et sur ces trois sujets vont avoir un impact sur l'utilisation de la donnée, et sur ces trois sujets, ces impacts vont être régis par des règlements. Donc le RGPD pour la donnée personnelle, des règlements comme NIS 2 pour la partie cybersécurité et des règlements comme l'IA Act en cours d'élaboration par la Communauté européenne pour tout le règlement autour de l'utilisation transparente de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est la petite page de publicité. Et moi je vais laisser la parole à Mathias qui va vous décrire l'application que l'on utilise pour optimiser tous nos travaux de mise en conformité. Mathias, je te laisse la parole. Oui, alors en préambule peut-être expliquer que c'est un outil, ce logiciel qui a été développé par des DPO pour des DPO. Donc il s'adresse en réalité vraiment à vos équipes de conformité. Alors ça peut être effectivement une équipe au sein de la collectivité qui vraiment s'occupe purement de ces sujets-là. Ça peut être simplement un agent qui a la charge, mais pas forcément encore beaucoup la connaissance, la compétence, auquel cas l'outil
ne va peut-être pas lui suffire, il faudra un petit peu de soutien par ailleurs. Moi, je voulais préciser qu'on est vraiment sur un outil métier qui va embarquer tout un tas de fonctionnalités. Donc, quand on fait effectivement de la conformité, ce qu'on cherche à faire en premier lieu, c'est de centraliser. Le but, c'est que son projet de conformité ne se retrouve pas sur 10, 15, 20 fichiers qu'on doit partager, voilà, avec des problématiques de partage quand qu'on fonctionne un petit peu de façon cloisonnée. Donc là, on a un outil qui est en SaaS, qui est donc accessible partout avec juste une connexion Internet. Je précise qu'il est hébergé en France, c'est important, encore plus maintenant. Les fonctionnalités, elles sont très simples, c'est donner de l'efficacité aux chargés de conformité, que ce soit vos équipes en interne ou votre prestat externe. Donc, on a des fonctionnalités comme les tableaux de bord, évidemment, pour se donner un peu de visibilité sur un sujet qui n'est pas forcément très simple à aborder des fois en réunion. C'est où on en est de notre conformité. Ça peut être une question si on n'a pas les tableaux de bord qui peut être compliqué à adresser. La cartographie de vos sous-traitants, l'aide à la rédaction des différents registres, etc. Je vais peut-être pas vous détailler toutes les fonctionnalités, mais c'est une boîte à outils pour le délégué à la protection des données. Pourquoi, en fait, c'est ça la vraie question, pourquoi on utilise un outil pour justement sa conformité? Alors, les bénéfices, on va les adresser en fait sur deux pans. Un pan plutôt métier, donc les bénéfices pour le DPO, pour le chargé. Lui, ça va effectivement centraliser et simplifier sa démarche. Comme je le disais déjà, toutes les informations sont au même endroit, elles sont toutes à jour. Puisque effectivement, quand on fait une modification sur le logiciel, eh bien, si on est plusieurs à travailler, là, on voit effectivement qu'il y a un des bénéfices, c'est la collaboration entre consultants. Si on est plusieurs à travailler sur un projet sur votre mairie, par exemple, eh bien, on est sûr d'avoir les dernières informations, les dernières modifications du collègue. C'est un suivi efficace puisqu'on intègre, au-delà des tableaux de bord, un outil de gestion de tâches. Donc, on s'est basé sur la méthode RACI, qui est une méthode de gestion de projet éprouvée. Pour avoir en fait un plan de conformité et être dans l'assurance de ne rien manquer. Et puis c'est un partage aussi avec vous. Donc si jamais effectivement votre équipe de conformité est externe, ça peut être compliqué de communiquer entre entités. Donc là, on facilite effectivement la communication entre entités. Et puis le deuxième pan de bénéfices, il est un peu plus large, c'est plutôt pour la collectivité. Une fois qu'on a parlé des bénéfices métiers, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce que ça apporte à la collectivité. Eh bien, c'est l'efficacité du DPO, et ça, dans tous les cas, c'est quand même un aspect très important, puisque soit votre ressource, elle va avoir du temps pour faire autre chose si c'est pas sa seule mission, si c'est une ressource en interne, soit votre prestataire externe va être plus efficace, donc potentiellement vous coûtez moins cher, ce qui est pas plus mal. Voilà, vous allez avoir un vrai suivi de l'évolution et quand il y aura des réunions pour savoir un petit peu où on en est, il y a tout un tas de documents qui sont exportables et qui viennent prouver un petit peu de l'état de la démarche, où on en est, quel est le plan d'action à venir. Enfin voilà, c'est des outils très intéressants. Une meilleure gestion des risques évidemment, et de la confiance et de la transparence accrue, puisque la mission de conformité sera bien menée. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je pense que ce qui intéresse maintenant tout le monde, c'est de pouvoir éventuellement poser des questions. Donc, Laurent et moi-même. Juste pour un dernier élément par rapport à Minassist. Nous, on est une équipe de DPO qui l'utilisons pour nos clients. Donc, ça nous permet aussi d'avoir les mêmes supports quels que soient nos clients, donc ça nous permet d'interchanger et d'avoir une disponibilité pour nos clients complète. Et le partenariat qu'on a avec Amina aujourd'hui nous permet d'embarquer l'outil pour toutes nos missions et de façon complètement transparente pour nos clients. Donc, nous, ça nous permet bien sûr de l'utiliser en interne, mais aussi de pouvoir partager, en donnant des accès à nos clients, de pouvoir partager les différents éléments avec nos interlocuteurs chez nos clients. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment un gage de fiabilité des informations que l'on peut produire sur vos conformités. Donc voilà, maintenant,
on va vous laisser la parole. En tout cas, on va vous laisser le clavier. Exactement. Et puis, avant aussi de répondre à vos questions et puis de clôturer ce webinaire, on a deux petites questions pour vous. Tout d'abord, est-ce que le webinaire, déjà, il a répondu à vos attentes? C'est hyper important pour nous de savoir voilà, qu'est-ce qu'on pourrait ou non améliorer. Et puis, si vous souhaitez être contacté ensuite pour poursuivre les échanges, que ce soit avec Laurent ou avec Mathias. Et puis, du coup, on vous laisse voilà, poser vos questions dans l'onglet questions s'il y a. Et je vais également afficher, voilà, je vais afficher nos coordonnées, voilà, si vous avez des demandes complémentaires en plus. Et on avait édité également il y a 2 ans maintenant un livre blanc sur le guide des bonnes pratiques des données personnelles que je vais vous partager juste à présent. Si je retrouve le lien. Voilà, je vous partage notre guide pratique et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va pouvoir clôturer le webinaire. On vous laisse une petite minute ou deux, parce que je vois que vous êtes encore tous connectés. Bon, et je vous propose qu'on clôture le webinaire. Est-ce que ça vous convient, Mathias et Laurent? Oui, très bien. Merci à tous pour votre attention. Et j'espère à bientôt pour les aventures RGPD nombreuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.